Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 19h45 à la une de l'actualité. La série noire se poursuit sur les routes. Ce mercredi matin, 24 personnes sont décédées dans un accident de circulation à quelques kilomètres de Louga. 22 sur le coup, 54 blessés enregistrés. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur les lieux du drame annonce de nouvelles mesures. Elles concernent le transport des enfants et la surcharge qui serait une des causes de cet accident mortel. Cet accident remet au goût du jour le problème de la surcharge dans le transport, des mesures annoncées, ce qui sonne comme un éternel recommencement pour Papa Lunsar qui fait le point pour nous dans ce journal des mesures qui ont été prises ces dernières années pour lutter contre les accidents. Célébration de la Tamkharit demain, jeudi 27 juillet, la fête d'Achoura, célébrée en cette période de hausse presque généralisée des prix des denrées, même le mil, principal ingrédient du couscous, plat traditionnel préparé chaque Tamkharit le soir, n'est pas épargné, ce qui risque de rendre difficile la dégustation du terré pour les chefs de famille. Et puis comme tous les mercredis, la rubrique découverte vous est proposée par la rédaction. Ce soir, elle nous mène à Saint-Pétersbourg, ex-Leningrad. La ville se trouve en Russie, à 635 km de Moscou, la capitale russe. 2 sites à y visiter avec notre envoyé spécial, la cathédrale à Saint-Sauveur sur le Sang Versé et la rivière Neva. « 24 décès, dont 22 sur le coup, 52 blessés. C'est le bilan de l'accident survenu ce matin à Louga. Il implique un bus surchargé en provenance de Podor. Le ministre de l'Intérieur qui a visité les lieux du drame annonce des mesures contre la surcharge dans les transports et le transport des enfants. Antoine Félix Diom, que je vous propose d'écouter. Il faut dire que l'accident intervenu ce matin aux environs de 7h40 à hauteur du forage de Djelerlou-Sil est un accident tragique avec un lourd bilan. Nous avons déploré sur site déjà 22 décès. Ensuite, il y a eu 2 autres décès qui sont intervenus respectivement à l'hôpital de Louga et à celui de Saint-Louis. Cela repose avec acuité la question de la sécurité routière. Si vous avez bonne souvenance, au mois de janvier déjà, il y avait un accident tragique du côté de Sakal avec son lot de morts qui était très lourd à côté de celui de 6 kilos. Et au total, on dénombrait à l'époque une 60aine de morts. Déjà, au mois de janvier 2023, un comité interministériel a été présidé par le Premier ministre à l'époque, avec l'implication des acteurs concernés par le transport de passagers, mais également le transport de marchandises. 23 mesures avaient été arrêtées. Celles-ci sont en train d'être appliquées. Je m'arrêterai un instant pour déplorer le fait qu'on note encore un surnombre de passagers à bord des véhicules de transport en commun. Sur la carte grise du véhicule impliqué dans l'accident, il est indiqué que le nombre maximum de passagers est de 60. Or, après décompte des victimes, on a découvert qu'il y avait bien 76 personnes. L'autre fait marquant pour cet accident, c'est le transport des enfants à bord des véhicules. Il y a des normes pour transporter des enfants, mais sur site, on a déjà déploré 4 enfants. Et on sait tous que d'habitude, quand un enfant entre dans un véhicule de transport en commun, en tout cas les vieilles et qui sont de très mauvaises habitudes d'ailleurs, c'est de mettre un enfant sur soi. Ça, ce n'est pas normal. Et puis cet accident remet sur la table la question du surnombre dans les transports. Et pourtant, en 2002, elle était à l'origine du naufrage du bateau, le Diola. Et au début de l'année 2023, après les accidents de Sikilo et Sakal, les autorités avaient pris
23 mesures pour lutter contre ces accidents. Cette fois encore, des mesures sont annoncées par le ministre de l'Intérieur, ce qui signifie pour Papa Alioune Sarr un retour à la case départ. L'une des causes de cet accident a coulé le Djola, la main de l'homme dans la plus grande catastrophe maritime du monde. Plus de 1800 morts, émotion, indignation, silence, puis oubli. Comme une goutte d'eau dans l'histoire, piqûre de rappel sur la route. 16 passagers de plus dans le bus, 24 vies de moins, surcharge mortelle. Rien ne freine notre inconscience, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Décembre 2022, la tragédie de 6 kilos. 41 victimes, deuil national, drapeau en berne. Après les pleurs, les discours, 200 millions pour masquer les nids de poules, 22 mesures prises lors du conseil interministériel, ce mercredi 26 juillet, retour à la case départ. Un éternel recommencement, mais le danger n'attend personne. Il avance tragiquement sur le bitume, qui pour couper le moteur. Les syndicats de transport sont allergiques au changement. Conséquence, les véhicules prennent de l'âge et refusent de garer dans les fourrières. Les usagers tremblent. Voyager est un calvaire. Arriver à destination en soulagement. Ce n'est plus des accidents. Rien n'est imprévu. Tout est connu, mais rien ne change. Parlons à présent de lutte contre la corruption au Sénégal. L'OFNAC et les acteurs évaluent la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et pour le président de l'OFNAC, la lutte contre la fraude et la corruption engage la responsabilité de tous les citoyens. Il s'exprimait en marge de la deuxième session du comité technique de la coordination de suivi d'évaluation de la SNLLCC. Explication de notre correspondant Ambour Muntagakan. Pour le président de l'OFNAC, le Sénégal est très coté en matière de lutte contre la corruption dans le monde. Il soutient que cette lutte ne peut prospérer sans le soutien de toutes les franges de la société. Le Sénégal est déjà très coté au niveau international parce que tous les organes qui sont recommandés par les conventions auxquelles nous sommes partis ont été institués au Sénégal. Les acteurs qui sont dans la lutte contre la corruption sont extrêmement dévoués. L'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts aussi en termes de nous doter de ressources humaines et financières pour mener cette activité. Il nous reste maintenant à comprendre que la lutte contre la corruption est une stratégie à long terme et que chacun a sa part et que personne ne peut se permettre de saboter la stratégie par des réflexions, par des messages. Nous avons un message que nous devons tenir ensemble, vous et nous, pour que les Sénégalais croient à cette lutte-là. Et pour cela, ça ne peut pas passer à la décrédibilisation des institutions qui les organisent. Il demande aux journalistes de travailler davantage à la sensibilisation des populations, gage de la crédibilisation de la lutte contre la corruption. Parlons de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui est une stratégie inclusive à laquelle on appelle les journalistes, vous, parce qu'il faut porter le message de la lutte contre la corruption partout au Sénégal, dans les coins, dans les recoins. Et pour cela, c'est une stratégie qui nous appartient et vous avez un rôle important à jouer. En termes de crédibilisation d'abord des organes qui luttent contre la corruption. Parce que si les organes ne sont pas crédibilisés, les citoyens n'y croyons pas. Interpellé sur les dossiers de l'OFNAC, Serigne Bassirou Gueye a déclaré avoir transmis des rapports au procureur et a renvoyé les journalistes auprès de celui-ci pour en être informés. Dans l'actualité, ce mercredi, 22 nouveaux greffiers ont prêté serment ce matin au palais de justice de Dakar, tous des diplômés du CFJ, le centre de formation judiciaire, en audience solennelle à la 3e chambre civile de la cour d'appel de Dakar. Devant leurs parents, amis et proches, ils ont juré d'accomplir fidèlement leur mission. C'était également devant Nyanya Dioufnian. Ils étaient des milliers à faire le concours. 22 seulement ont réussi à passer les examens. Les nouveaux greffiers ont prêté serment aujourd'hui au palais de justice de Dakar. Ils sont tous sortis du centre de formation judiciaire en audience solennelle et sont prêts à relever le défi, nous dit une des récipiendaires. Parce que quand même, c'était un concours assez sélectif. Nous étions à l'entrée des milliers, mais nous sommes sortis et franchement, alhamdoulilah. Et nous espérons vraiment relever le défi. Le greffe est dans une phase assez difficile, mais quand même, nous sommes des jeunes et nous sommes prêts pour relever le combat qui nous attend.
Comme tous les acteurs de la justice, le greffier se doit de respecter le secret professionnel, nous dit ce nouveau maître. Le secret professionnel incombe à tous les intervenants de la justice. C'est un principe essentiel pour bien rendre la justice et bien participer au respect de la démocratie, si on peut dire. Voilà. Ils sont tous animés par un sentiment de fierté. Alors c'est une fierté d'abord d'avoir intégré ce corps. C'est un corps qui joue un rôle essentiel dans la justice, c'est la porte d'entrée et de sortie du tribunal. Nous recevons les justiciables, nous les accueillons, nous leur donnons les actes qu'ils demandent, nous les écoutons et nous les aidons dans la procédure qu'ils entament au sein du tribunal. De nouveaux greffiers, tous des jeunes, après avoir prêté serment ce matin, ils promettent de remplir fidèlement leurs tâches pour le bon fonctionnement de la justice. Je vous le disais dans les titres, la Tamkharit sera célébrée demain jeudi au Sénégal. Une fin du mois difficile pour les chefs de famille avec la hausse des coûts des denrées. Dans certains quartiers de Dakar, des chaînes de solidarité ont été mises en place par les citoyens pour que tout le monde puisse fêter la fête de Tamkharit. Aïssatou Kane. En ce mois creux, tout semble très cher, rendant la préparation de la fête de Tamkharit très difficile. Un vrai défi. Caroline Gomme témoigne des difficultés auxquelles elle est confrontée. Nous préparons la fête de Tamkharit à notre rythme. Les temps sont durs, il n'y a pas beaucoup d'argent et tout est cher. D'ailleurs, elle qui avait l'habitude de conserver une partie de la viande de la Tabaski pour la fête de Tamkharit se voit obligée de renoncer à cette tradition. Nous venons de sortir de la fête de Tabaski. Tout ce qu'on avait gardé comme viande, nous l'avons consommé par obligation. Chez nous, nous cotisons pour s'entraider. Dans le salon de coiffure du quartier, Anta vient tout juste du marché. Elle partage également ses inquiétudes. Tout est cher. J'étais au marché vendredi, mais aujourd'hui j'ai constaté que les prix ont augmenté. Il faudrait être astucieuse, précise-t-elle. C'est juste une question d'organisation. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour faire ses courses. Il faut acheter l'essentiel avec ce qu'on a. Grâce à leur solidarité communautaire, à chaque fête de Tamkharit, tout le quartier se soutient mutuellement. À chaque fête de Tamkharit, la mosquée sacrifie une vache ainsi que la mairie. La viande est ensuite revendue à des prix abordables. Il est à espérer que la solidarité des communautés aideront tout un chacun à surmonter les difficultés économiques et à célébrer la fête de Tamkharit dans la joie et la convivialité. Et qui dit Tamkharit dit dégustation du traditionnel couscous. Et en cette veille de fête, les vendeurs de Tiéré se frottent les mains. Ils déplorent cependant la hausse du prix du mil, principal ingrédient du Tiéré. Khadija Nadjoufa. L'odeur du couscous nous accueille à l'entrée de cette ruelle de Grand Dakar. L'ambiance de la fête de Tamkharit se sent déjà. Ici, les clients viennent de partout selon cet homme qui sert de livreur aux femmes vendeurs de couscous. Je livre du couscous partout, Yarar, Grand Yoff, Parcelles. Par journée, je peux livrer jusqu'à 50 000. Même si Khadigueye, une des vendeuses, constate moins de commandes cette année. Face à la concurrence, nous recevons de moins en moins de clients. Fin de la cuisson chez cette autre vendeuse. Chez Aïssatou Kounta, les clients sont au rendez-vous, mais elle déplore la cherté du mil. Les clients, ce n'est pas ce qui manque, mais le mil coûte trop cher. Les vendeurs profitent des fêtes pour tout augmenter et c'est difficile pour nous. Nous n'avons même plus de bénéfices. Ce qui aura un impact sur le prix, affirme-t-elle.
J'avertis celles qui viendront acheter le couscous. Ça sera cher cette année. Le pot de 2 kilos, nous le vendons à 1500 francs. À moins de 24 heures de la fête de Tamkharit, les vendeurs de semoule à base de mil sont en pleine activité et les commandes leur viennent de partout. La Confédération nationale des employeurs du Sénégal lance sa filiale junior pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Les dépôts de dossiers ont démarré. Les candidats à sélectionner seront financés par la BNDE, la Banque nationale de développement économique. Amidjouf et Moussadia pour les détails. Après la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, la CNES Junior voit le jour, une association au service de la jeunesse qui s'active dans l'entrepreneuriat. Un projet, il faut d'abord le mûrir, le comprendre, l'encadrer avant d'aller vers le financement. Et c'est cela que nous essayons de faire avec les jeunes, justement. Leur servir de mentor, leur rappeler à l'ordre quand nous voyons que des dérapages se font dans les projets. Et nous avons beaucoup de nos collègues qui sont disposés justement à jouer ce rôle d'encadrement. Un projet qui concerne tous les domaines et tous les secteurs. La sous-région n'est pas épargnée. Le projet englobe pour le moment 531 inscrits avec des profils différents. Il ne faut plus rien négliger. Tout est important pour que notre pays puisse donner à ses fils du travail. Donc il faut que nous croyions aux potentialités de notre pays et cela passe par le fait de dire aux jeunes rester dans le pays. Le financement pour les petites et moyennes entreprises reste encore un problème majeur. La BNDE compte matérialiser la convention en accompagnant les jeunes entrepreneurs. On le fera de façon beaucoup plus assidue, beaucoup plus ordonnée, beaucoup plus diligent. Parce que vous savez qu'un des gros problèmes du financement des PME-PMI, c'est justement la formalisation. La CNES note un taux élevé du chômage des jeunes dans le secteur privé. Sur 408 000 entreprises recensées, 97% sont du secteur informel, 340 000 dans le secteur formel, 250 000 à 300 000 jeunes arrivent par an dans le monde du travail. Et puis le ministre de la Jeunesse qui a présidé la cérémonie de lancement s'est exprimé sur la reprise de l'immigration clandestine par les jeunes. Et d'après lui, l'État multiplie les dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes. Pape Malik Ndour insiste cependant sur la sensibilisation. Je vous propose de l'écouter. Je profite de l'occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Je profite aussi de l'occasion pour apporter aussi ma voix à toutes ces personnes qui, en ces situations dramatiques, préfèrent se limiter à renforcer la sensibilisation. De mon point de vue, par pudeur, au lieu de se mettre à faire le bilan des actions de l'État en ces situations dramatiques, on ferait mieux donc d'accentuer la sensibilisation. Naturellement, depuis 2012, le président de la République a mis en place beaucoup d'instruments. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais les efforts restent insuffisants. Parce que nous avons une population très jeune qui ont des besoins en termes de promotion socio-économique très élevés, eu égard à leur nombre. Ce qu'il faut dire, c'est que l'État est en train de faire des choses. Il faudrait que l'État continue à faire ces efforts-là. Pour l'instant, il faudrait qu'on accentue la sensibilisation. Pour l'instant, il faut qu'on parle aux jeunes, qu'on leur tienne aussi un langage de vérité. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous partez en Europe, vous espérez pouvoir trouver des solutions en termes d'emploi, mais il apparaît clair que ce n'est pas toujours évident. Hors de nos frontières, Mohamed Bazoum, président du Niger, victime d'une tentative de coup d'État. Le chef de l'État nigérian se porterait bien, mais il serait retenu dans sa résidence par des éléments de la garde présidentielle. La CEDEAO a condamné et exige la libération sans condition de Bazoum. L'Union africaine a aussi condamné la tentative de coup d'État au Niger. L'UA a appelé au retour immédiat et sans condition des militaires felant à leur caserne.
Comme promis, on vous amène à la découverte de Saint-Pétersbourg, à 635 km de la capitale de la Russie. La ville accueille le 2e sommet Russie-Afrique à partir de demain. Et avant le début de cet événement, notre envoyé spécial nous fait visiter 2 sites touristiques très fréquentés. Regardez. La cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé, également appelée cathédrale de la résurrection du Christ, est l'une des principales églises russes orthodoxes de Saint-Pétersbourg. Elle fut érigée entre 1883 et 1907 sous le règne d'Alexandre III, puis terminée sous le règne de Nicolas II. Elle tient son nom à cause de l'assassinat de l'empereur Alexandre II qui a eu lieu devant la cathédrale en 1881. Chaque année, avant la guerre russo-ukrainienne, l'église du Saint-Sauveur sur le sang versé était ouverte à plus d'1 million de visiteurs russes et étrangers. Après la cathédrale Saint-Sauveur, nous nous rendons à Fontanka. Fontanka est un bras gauche de la Neva qui traverse le centre-ville de Saint-Pétersbourg. Sa longueur est estimée à 6700 mètres, sa largeur 700 mètres et d'une profondeur de 3,5 mètres. Et justement, ces bâtiments qui bordent les rives de la Fontanka sont les anciennes résidences de la noblesse russe. Jusqu'au milieu du 19e siècle, la Fontanka constituait la limite méridionale de Saint-Pétersbourg. Ces rives étaient bordées par les grandes demeures des membres de la famille impériale et de la noblesse russe, dont les plus importantes sont le palais d'été et le palais Anichkov. Chaque jour, ce sont des centaines de visiteurs russes et étrangers qui y viennent pour admirer la beauté des 15 ponts qui la traversent. Selon Rostourisme, entre mai et août 2022, 25 millions de personnes ont visité Saint-Pétersbourg. Malgré la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la ville séduit toujours les touristes. C'est que ça a dit merci pour cette belle découverte. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur media.sn.